Bonjour, merci à Melchior Chassagne et compagnie de nous d'inviter InnoCherche pour faire un peu une synthèse de sa veille. Donc, comme vous le savez peut-être, nous sommes un réseau de veille. Nous faisons veille, décodage, nous aidons les dirigeants à décoder et pour qu'ils passent à l'action, et ceci avec un référentiel symbolisé à droite par cette image et un référentiel que nous mettons constamment à jour, notamment quand les choses bougent vite comme maintenant. Donc on va regarder aujourd'hui l'évolution des usages depuis 6 mois, les 8 nouveaux méga-trends post-Covid après cette période de confinement pour bien comprendre où on va. Alors avant d'attaquer la crise du Covid, voyons un peu si on a un diagnostic partagé fin 2019. Donc où en étions-nous? Bon, il y avait eu 40 ans de globalisation, 30 ans d'Internet, et puis fin 2019, des signes d'espérance, tout ce que la technologie, la globalisation pouvait faire pour nous, que ce soit mobilité pour tous, santé accessible, formation accessible, énergie propre, fabrication propre, impression d'ADN, smart gouvernement, plus de pouvoir d'achat avec toujours plus de globalisation, mais aussi des signes d'inquiétude. Voilà, l'histoire des manipulations des élections américaines avec Facebook qui vous connaît mieux que votre conjoint avec 300 likes et qui est capable de vous manipuler dans vos choix les plus fondamentaux. Bon, la cyberguerre qui est là, c'est pas la future guerre, nous sommes en cyberguerre. Des problèmes de réchauffement climatique qu'on n'a toujours pas résolus. Des inquiétudes sur les manipulations génétiques. Vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, ce professeur chinois qui avait modifié l'ADN d'un fœtus, soi-disant pour le prémunir contre le virus du sida, mais aussi peut-être pour augmenter sa mémoire. Donc, et ce monde financiarisé qui nous mène par le bout du nez, et qui devient hyper complexe, qu'on ne comprend plus, et puis ce monde surtout de surveillance, que ce soit chez Facebook ou en Chine avec Sésame, le social score qu'on voyait à Shenzhen progresser, donc des trucs assez affolants. Donc voilà notre constat fin 2019. Et regardons sur le plan de la motivation, qui est quand même quelque chose de fondamental pour vous, dirigeants d'entreprise. Bon, les 30 glorieuses, on reconstruisait le pays, il y avait un sens, une motivation assez évidente. Et puis ensuite, on a eu, ça c'est vraiment ma génération, les 30 formateuses. Donc, au fur et à mesure où on entrait dans une globalisation, il fallait que les produits soient de plus en plus standards pour aller à l'autre bout du monde et qu'on n'ait pas de problème de qualité. Et c'était vraiment toute la période de l'ISO, des process, il fallait suivre des process, etc. Et on peut dire ça jusque l'arrivée des milléniums. Et on est au creux de la vague de la motivation. Vous avez tous entendu ces études Gallup, où aujourd'hui il y a peut-être 15% des gens bien motivés, et puis à l'autre extrême il y a 15% des gens complètement démotivés, et au milieu il y a un ventre mou de 70%. Donc la génération Y qui dit, bon bah, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi tu veux que je me décarcasse? Où est-ce qu'on va? Le sens, le sens, le sens. Et puis là, brutalement, stop. On s'arrête. On s'arrête pendant 3 mois. Le lundi soir, notre président nous dit que non, 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 il y a eu les élections hier, mais maintenant, c'est fini, on s'arrête. Donc c'est une crise unique, tout le monde s'arrête, et elle est brutale et elle oblige à réfléchir. Et elle oblige à réfléchir pratiquement partout dans le monde au même instant. Et c'est là qu'on se rend compte que notre monde très global, on est devenu très interdépendant. Donc une capacité de réfléchir assez énorme. Donc on s'arrête parce que cette pandémie menace nos vies. Et au niveau du sens, en France, si on a accepté d'être confiné, c'est parce qu'on nous a fait comprendre que le personnel soignant qui mettait sa vie à risque, eh bien, fallait pas surcharger les urgences. On pouvait peut-être, nous, pas mourir, mais on pouvait contaminer des gens, des personnes à risque. Donc voilà, s'il vous plaît, solidarité, on s'arrête. Donc, on l'a vu, elle est globale. Et puis, nous plonge tous dans un monde de survie solidaire. Donc au début, on a applaudi sur les balcons les personnels soignants, puis on a dit oui, mais il y a aussi les éboueurs qui permettent que nos poubelles soient vidées, etc.
Et il aurait fallu continuer avec les enseignants qui permettaient de faire un peu des cours à distance, et ceci sans aucune préparation, etc. Donc tous des rôles dans la société qui étaient peu valorisés et qui sont apparus comme vitaux et à juste titre. Alors tout le débat maintenant, c'est est-ce qu'on retourne comme en 14 ou est-ce qu'on change vraiment d'époque? Donc, please, on arrête l'excuse du monde complexe. En 2019, on dit ouais, mais tu sais, c'est un monde très complexe, il y a des supply chains très compliqués, etc. Mais si chacun optimise dans son petit coin, c'était Milton Friedman, le rôle de chaque entrepreneur, de chaque manager, c'est d'optimiser son petit périmètre, de pas se préoccuper des effets collatéraux. Ça, c'est à la société en général, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et la patatras, donc je veux plus de ça. Et le débat, donc il y a des économistes comme notre prix Nobel Tirole qui dit non mais c'est une pandémie, pourquoi vous voulez en faire un procès d'un monde globalisé et ton pouvoir d'achat, donc est-ce que tu es prêt à renoncer à ton pouvoir d'achat? Parce que je te rappelle que si tu remets tous les produits en local, ben tu auras 20-30% de moins de pouvoir d'achat. Et puis les gens ils commencent à réfléchir et ça devient très intéressant parce que il y a vraiment là une très bonne question. Alors, pour revenir à des choses simples, au sein d'InnoCherche, en termes d'usage, on revient aux 12 besoins vitaux. Donc, vous voyez, c'est assez robuste ici. Nous avons tous 12 besoins vitaux. Garder la santé, respirer, dormir sous un toit, se déplacer, besoin d'estime de soi, méditation, se nourrir, se distraire, se protéger, apprendre, créer du lien social, se vêtir et découvrir le monde. Et avec ça, vous couvrez à peu près tout, tous les secteurs qui disent oui mais il n'y a pas je sais pas les télécoms ou il n'y a pas banque assurance. Oui mais ça c'est peut-être une utilité. Personne le matin se lève en disant chouette je vais aller à la banque ou je vais aller voir mes télécoms. On se dit chouette je vais voir tel copain, on va faire une belle balade et on va faire un bon déjeuner. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tout remettre derrière ces 12 besoins vitaux. Et en termes d'impact de la crise, vous allez voir, c'est assez fort comme méthode. Donc on a pris très clairement, on a pris voilà comme source une étude du PNB européen des ménages qui date de 2017. Et puis on a ajusté pour que ça tombe bien à 100%. Mais pour les gens qui ont un doute que le PNB des ménages c'est vraiment ça, bon vous êtes d'accord sur le PIB de la France qui fait 2,5 trillions, divisé par 67 millions d'habitants, vous arrivez à 37 000 euros de PIB par Français. Et c'est ces 37 000 euros qu'on regarde comment ils sont partagés, mais parce que finalement tout l'investissement c'est pour favoriser la consommation, voilà, les services, etc., etc. Et on a regardé sur chacun de ces postes finalement l'impact du confinement. Donc se loger qui est le plus gros poste avec 22%, vous voyez il y a 15,4% pour vraiment l'habitat et 6,2% pour l'aménagement de l'habitat. Et bien ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'impact immédiatement pendant le confinement, mais après le confinement, donc aujourd'hui, beaucoup d'impact, beaucoup de gens qui réfléchissent et qui disent plus jamais ça, plus jamais dans un 70 mètres carrés avec 2 enfants dans les pattes. Donc des gens qui vont dans l'Eure, dans l'Indre-et-Loing, donc écoutez les agents immobiliers, des tas de maisons qui n'arrivaient pas à se vendre, qui du jour au lendemain ont été vendues. Donc on va voir si ça se poursuit, s'il y a une arrêt du trend d'urbanisation, ce qui est quand même très intéressant, ce qui serait majeur de chez majeur. Alors, se déplacer, par contre, là, confinement, ça veut dire absence de déplacement. Et là, c'est 100%, au moins pour ceux qui étaient confinés. Je vous rappelle les stats, c'est assez facile, hein. Il y avait un tiers des gens qui continuaient à aller au travail parce que vitaux, etc. Un tiers qui pouvaient travailler de chez eux en télétravail et un tiers qui ne pouvaient pas travailler de chez eux. Donc voilà, donc pour 2 tiers de la population, plus de mobilité, zéro mobilité, donc tout s'arrête, des rues désertes, etc. Donc vous voyez comme impact dans le budget des ménages, c'est assez énorme, on fera la somme à la fin. Se nourrir, vous voyez aussi que c'est important, et pendant le confinement, on a continué à consommer, mais de façon très différente. On n'allait plus à la cafette, on achetait peut-être plus son pain, on essayait de trouver de la farine, donc il y avait des problèmes sur la supply chain de la farine parce qu'ils avaient l'habitude de livrer en vrac et pas en sac, etc. Mais on peut dire que bonhomme là, à la grosse,
Voilà, 50% de moins de dépenses sur le budget se nourrir. Garder la santé, donc là-dessus, moins de visites médicales, sauf pour ceux qui étaient vraiment atteints du Covid, mais des gens reportés, donc on ne va pas essayer d'estimer. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que tout d'un coup, le corps médical a compris que tous ces outils digitaux d'accès à distance des malades, de téléconsultation, ben, c'était pas des ennemis, mais c'était des alliés. Donc en France, les téléconsultations ont été multipliées par 10. En Angleterre, c'était 100% téléconsultation. Donc ça, c'est des déclics très importants qui vont beaucoup favoriser une adoption massive. Alors, découvrir le monde, vous voyez, c'est quand même 10% du PNB. Donc là, arrêt total. Non, non, on va plus voyage au long cours, les hôtels sont vides, etc. Donc un énorme poste. Voilà. Se former une adoption massive, des formations à distance, et ceci sans aucune préparation. Donc vous avez tous vécu ça avec vos enfants. Donc c'était des bonnes volontés, on bricolait avec du Zoom, avec du CNED, etc. Mais étonnamment, le corps enseignant y est allé sans aucune préparation, encore une fois, et ça c'est assez remarquable. Qui aurait pensé il y a 6 mois que l'éducation nationale, le mammouth, se mettrait pratiquement comme un seul homme à ces nouvelles techniques d'enseignement. Et c'est sûr, dans le futur, ça va avoir un impact énorme. Donc ce véti confinement, plus de shopping. On fait du shopping sur Amazon, mais on en fait quand même beaucoup moins. Bon, se protéger, pas d'impact. Donc vous voyez, la baisse, si vous prenez tout le budget, se déplacer, la moitié du budget se nourrir, tout le budget découvrir le monde et la moitié du budget se vêtir, vous arrivez à moins 35% du PNB. Ensuite, vous dites non, non, mais il n'y a que 2 tiers des gens qui étaient confinés, ben vous tombez à moins 20%. Donc on avait fait ce calcul à la grosse, je dirais, début avril, et puis ça a été confirmé, vous avez vu le PNB, moins 20% au 2e trimestre. Et à moyen terme, The Economist dit, voilà, le retour à normal quand on aura un vaccin, donc 2021, 2022, etc., ben c'est une économie à 90% du nominal de ce qu'on avait avant. Parce que, et c'est ce qu'on va voir maintenant, on s'est désintoxiqué. Donc nous, on croit beaucoup à cette histoire-là, de nos anciennes habitudes. Donc, rappelons-nous, confinement, c'est absence de mobilité. Et on s'aperçoit, à cette occasion, ô combien la mobilité a façonné nos vies. Et que quand on est contraint de ne plus faire de mobilité, ben, on se désintoxie, on va apprendre à... Donc regardons maintenant ces 8 méga-trends post-Covid, post-confinement, sur les usages qui vont impacter un peu tous les secteurs. Donc le premier, c'est désintoxication. Pour faire simple, le confinement, c'est une absence de mobilité. Et on s'aperçoit à cette occasion-là ô combien la mobilité, depuis 150 ans, a façonné nos vies. Métro, boulot, dodo, je fais des supply chains de plus en plus grandes pour servir le marché mondial. Donc je suis passé d'une économie qui était circulaire pendant 25 000 ans à une économie complètement linéaire, basée sur le transport, sur la mobilité depuis 150 ans. Donc voilà, détox. Les médecins vous disent quand vous voulez vous désintoxiquer, que ce soit de l'alcool, les drogues, etc., c'est 40 jours minimum. Et nous avons fait 2 mois, 3 mois, quelques prolongations. Et donc, on repense un peu toutes nos habitudes autour de cette mobilité effrénée et on se calme. Donc, le shopping, pourquoi aller faire du shopping dans des malls, etc. On peut faire ça en ligne. Donc, forcé et contraint, on a découvert de plus en plus le e-shopping. Et puis, cette société de consommation à outrance, peut-être on va arrêter. Bon, bien sûr, le voyage au long cours, le week-end à Marrakech pour un oui, pour un non, pour 400 €, pour se retrouver en promiscuité, etc. Ben finalement, non, on arrête. Donc cet été, beaucoup de start-up françaises qui proposaient des voyages à l'autre bout du monde d'aventure, ben vite ont proposé l'aventure en Creuse, l'aventure en Ardèche, et les Français découvrent qu'il y a des choses très belles en France.
Et puis, bien sûr, il y a eu, au lieu de métro boulot dodo, il y avait plus de métro, on gagnait 2 heures et on passe un peu de temps à travailler sur les devoirs des enfants, à s'intéresser à ce qu'ils font. Voilà, donc compliqué parce qu'il faut gérer des tas d'agendas, mais on revient au basique. Pourquoi je fais tout ça? Et puis la financiarisation de l'économie, on se pose des questions. Donc cette globalisation nous a mis dans la panade. Voilà, donc on était plutôt l'homme au service de l'économie que l'économie au service de l'homme. Donc on réfléchit, on s'arrête. Cette économie avait créé des inégalités extraordinaires qu'on n'arrivait pas à gérer, et tout ça, ça apparaissait aux frontières avec des tas de problèmes ingérables. Et puis les Nations Unies essayaient de nous alerter sur le développement durable avec ses objectifs de développement durable, sans trop de succès. Et voilà, ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite. Le pape, avec son encyclique Laudato Si en 2015, prône l'écologie intégrale, tout est lié, depuis la façon dont tu traites les cultures, les minorités, la façon dont tu respectes la nature, la façon dont tu travailles avec les hommes, etc. Donc tout est lié, une écologie intégrale. Donc voilà, stop. Tout le monde réfléchit. 4 milliards d'humains confinés en avril qui doivent réfléchir et qui se posent et qui se désintoxifient. Alors revenons à nos mégatrends sociétaux. Résilience versus profit. Donc je repense to my supply chain. Et alors on entend aujourd'hui des gens qui disent oui mais c'est une question de bon sens, fallait arrêter cette optimisation de la supply chain avec des pièces d'une auto qui traversent 20 fois la frontière, c'est complètement dingue. Oui, très bien, mais le bon sens d'il y a 6 mois, c'était tu optimises ton ROI à la 3e décimale, et s'il faut complexifier encore un peu plus, tu complexifies encore un peu plus. Donc on était tous dans ce trip-là d'optimiser le profit à la dernière décimale. Alors ensuite, on va passer de crise en crise, malheureusement, c'est assez certain. Et ce que ça nous a appris, c'est que finalement, pour les crises, il ne faut pas essayer de les prévoir, il faut juste les anticiper en construisant des scénarios très contrastés et avec, très important sur chaque scénario, un plan d'action menace-opportunité que vous aurez mis en place à l'avance pour être capable de déclencher le moment venu. Donc on a bien vu au niveau des pays, les pays d'Asie qui avaient eu des pandémies et qui avaient ces plans d'action dans leur tiroir, notamment la Corée, qui est un exemple remarquable, et puis les pays un peu comme les nôtres, qui n'avaient pas du tout ça, qui au début étaient dans le déni, en disant non, ça sera pour les Chinois, puis ensuite, non, mais ces Italiens, ils savent pas gérer, et puis ça nous est tombé dessus, et on n'a pas su mieux gérer. Et donc, très important d'arriver à anticiper ces futures crises. Et puis là, le 4e mégatrend, c'est les diktats liberticides. C'est la première fois qu'on est tous confinés. Je vous rappelle, avant, c'était réservé aux prisonniers ou aux supposés coupables comme Carlos Ghosn, et là, tous confinés. Donc, ce diktat liberticide, ça crée un précédent. On n'a pas eu le choix, par exemple, on n'a pas eu le débat sur le Contact Tracking Application, en disant est-ce que c'est liberticide? Oui, c'est liberticide, mais entre deux mesures liberticides, est-ce qu'on peut avoir le choix? C'est-à-dire, soit tu restes chez toi, mais si tu sors, tu es obligé d'utiliser cette application pour retracer tous les contacts que tu aurais. Donc ce trend diktat liberticide, il va être important, et demain, j'espère pas trop, mais on me dit, non, Bertrand, tu utilises ta diesel, tu pollues, tu mets en danger la vie d'autrui, arrête, interdit, diktat liberticide. Et puis on a 4 mégatrends au travail, donc le télétravail pour tous, et avec des vulnérabilités qu'il faudra combler, mais surtout, un manque de liens sociaux derrière ce télétravail. Donc il y a des entreprises qui ont eu des initiatives, mais peu. Donc il y a à la fois d'un côté les dirigeants surpris en disant mais c'est vachement efficace. Donc écoutez Mark Zuckerberg qui en avril a dit qu'il a mesuré la productivité et que maintenant tous les futurs jobs postés par Facebook
ne seront plus géolocalisés. Donc, vous êtes le meilleur candidat au Bangladesh ou en Silicon Valley, vous avez le job. Donc ça, c'est énorme comme impact. Au niveau de la planète, c'est un aplatissement, the world is flat, et là, ça va être une nouvelle dimension. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, Mark Zuckerberg expliquait que, en fait, il avait questionné ceux qui faisaient du télétravail avant, et qui lui ont dit, oui, mais ce que tu mesures aujourd'hui, c'est un télétravail dégradé par le Covid, parce qu'on a 2 enfants dans les pattes, on est anxieux, etc. Mais tu verras, quand on sera revenu à la normale, c'est une productivité encore meilleure. Donc voilà, le besoin de créer ces nouveaux liens sociaux, qui est très important, parce que si vous avez réussi à faire votre AG, votre réunion budget, votre réunion je sais pas quoi, avec le output attendu, il y a d'autres avantages dans les réunions physiques que l'on ne trouve pas dans les réunions virtuelles. Donc au moment du retour dans les lieux de travail, au moment où vous revoyez vos employés, il y a quand même tout un débriefing de cette période qui a été dure pour certains. Certains étaient à la limite du burn-out et il faut vraiment arriver à décoder tout ça pour progresser en collaboration. Ensuite, subsidiarité, télétravail oblige, vous êtes plus autonome, donc décidez par vous-même, décidez par les valeurs. Donc ça va être un méga trend qui était déjà là avant, on l'avait bien vu chez Decathlon en Chine, et qui va s'accélérer. La jeune génération demande ça, donc il y a une cohérence maintenant entre la mission, les valeurs affichées et le comportement du management. Voilà, et donc pour finir sur les mégatrends de travail, c'est les nouvelles motivations. Donc la théorie de la motivation dont on vous parle souvent chez Melcion Chassagne, elle est robuste. Donc c'est dire, pour avoir des employés motivés, il y a 4 prérequis. Donc il faut avoir du sens. Et là, avec le Covid, la question du sens revient vraiment au premier plan. Deuxièmement, je ne peux pas être motivé si je suis pas bien formé, si je n'ai pas bien développé les compétences. Et là, il faut vraiment faire attention au niveau du télétravail, justement, parce que c'est pas parce qu'on y est arrivé bon an mal an qu'on a suffisamment développé les compétences et on peut avoir des démotivations là-dessus très fortes. Ensuite, l'autonomie, je ne peux pas être motivé si je ne suis pas autonome. Donc on l'a vu avec la subsidiarité, donc ça va encore s'accélérer. Et puis le dernier point, c'est pas de sentiment d'injustice. Et là aussi, avec la sortie de crise Covid, il y a beaucoup d'équipes qui se sont sentis injustement traités, c'est-à-dire qu'ils avaient mouillé le maillot énormément pendant ces 3 mois pour faire tourner des tas de choses, sans avoir la reconnaissance en sortie de crise, et avec des bons vieux slogans qui revenaient, au mois de juin, on refait notre budget, etc. Donc un sentiment d'injustice qui peut être très fort et qui peut vraiment casser la motivation. Voilà un peu les trends de post-Covid. Merci.